Bonjour et bienvenue à ce RATP Innovation Talks. Je fais partie de l'équipe innovation du groupe RATP et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la RATP comme vous ne l'avez jamais vue. Si je vous demande où les bus se garent tout seuls, sans conducteur, qui contribue à faire voler les taxis? Vous me répondez? Le groupe RATP. Vous l'avez compris, le sujet de cette Innovation Talks est la mobilité du futur. Sous terre, sur terre, en mer et dans les airs, le groupe RATP est pionnier et leader de la mobilité autonome. Nous développons avec nos partenaires de nouveaux modes de transport partagés, durables et connectés. J'invite Com Berbin, directeur de l'innovation du groupe RATP, à me rejoindre sur le plateau pour présenter les dernières nouveautés en termes de navettes, bus et trams autonomes. Bonjour Com et merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les dernières innovations en termes de mobilité autonome au sein du groupe RATP? Bonjour Marine. Alors la mobilité autonome, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est un sujet multifactoriel en matière d'innovation. Évidemment, tout le monde pense à l'innovation technologique et on en fait évidemment beaucoup. On a testé les navettes autonomes, on a testé des sujets d'interopérabilité de navettes autonomes entre plusieurs fabricants, ce qui est une spécificité RATP. On a testé le bus qui se gare tout seul au sein d'un dépôt. On a testé le tram autonome qui se gare tout seul dans un centre. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle échelle qui sont les bus autonomes, le bus classique, celui que tout le monde connaît, donc avec sa grande taille. En mode autonome et c'est une vraie première. Un bus qui est sur nos voies de bus et qui roule en termes exactement tout seul. Ça c'est l'aspect technologique. Mais au-delà de ça, il y a de nombreux autres facteurs d'innovation autour de la mobilité autonome. Il y en a un qui est la question servicielle. Quel service et quelle innovation en matière de service on peut apporter? Et donc là-dessus, on a déployé cette année un premier service pour les entreprises, là aussi qui est une première. On développe des services autour de les zones peu denses, donc la mobilité autour des gares, permettre aux gens de ne pas prendre leur voiture pour aller jusqu'à une gare RER par exemple, et avoir une navette autonome pour le faire. C'est du shuttle, ou c'est de la liaison entre gares? C'est des parcours qui sont réalisés à partir de la gare et qui permettent d'amener les gens depuis chez eux ou depuis un certain nombre de points d'intérêt, un collège, une zone d'activité, jusqu'à une gare. Et donc ça, c'est vraiment une notion d'innovation servicielle. On a aussi de l'innovation en matière opérationnelle. On développe aujourd'hui, en parallèle de notre programme, les outils et les méthodes d'exploitation de la mobilité autonome. Ça s'exploite pas tout à fait de la même manière qu'exploiter une flotte de bus classique. Donc on a besoin d'outils dédiés. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer ça. On développe aussi de l'innovation autour des infrastructures et on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, on a de l'innovation en matière sécuritaire puisqu'on contribue et la RATP, grâce à son expertise acquise sur les métros automatiques, possède je vais y arriver, à une contribution très appréciée, notamment du ministère des Transports, sur la définition des la future réglementation et des futures procédures de définition de la sécurité de la mobilité autonome. Oui. Et du coup, c'est quoi votre vision à moyen et long terme sur la mobilité autonome, ces enjeux justement juridiques? Alors, la mobilité autonome, pour moi, il y a deux objectifs en termes d'ambition. Le premier, c'est d'inventer de nouvelles formes de mobilité, d'inventer les mobilités du futur pour répondre aux besoins des citoyens sur un territoire donné. Et le deuxième, c'est d'améliorer les mobilités d'aujourd'hui, et là-dessus, je peux vous donner un bon exemple. Aujourd'hui, on teste une solution sur des bus classiques de suppression des angles morts grâce à des caméras intelligentes. C'est une technologie qui a été totalement développée pour les véhicules autonomes et qui aujourd'hui vient améliorer le service quotidien de nos bus standards et qui va nous permettre d'améliorer la sécurité de nos voyageurs, mais aussi des autres usagers de la route. Donc, on a bien cette dualité. Inventer de nouvelles mobilités et notamment de nouveaux services et puis améliorer l'existant. Et l'élément pivot, l'élément clé pour nous en matière d'ambition et de développement de la mobilité autonome, c'est l'humain. C'est réussir à fournir un service pour les utilisateurs de ces services, les gens qui vont monter demain dans nos véhicules autonomes, comment on adapte le service, comment on réussit à leur apporter un service de qualité sans conducteur à bord.
On a un deuxième enjeu qui est les autres usagers de l'espace public et de l'espace urbain, avec une vraie question de comment est-ce qu'on interagit de manière fluide et sécuritaire avec ces usagers. On a déjà des retours d'expérience sur ça, sur la navette par exemple de Vincennes? Alors on commence à avoir des retours d'expérience et surtout on a pendant toutes nos expérimentations, on a des études qui sont menées en parallèle et on voit qu'effectivement à certains moments ça se passe très bien et qu'il y a des endroits où on a des comportements d'autres usagers qui sont parfois peu sécuritaires. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va travailler l'insertion urbaine pour justement éliminer des comportements qui pourraient être dangereux et qui pourraient générer de l'accidentologie, pas forcément dans la navette elle-même, mais par les comportements des usagers autour. Et le dernier sujet humain, qui est très important pour nous, c'est nos agents. Et en fait, on invente, grâce à la mobilité autonome, de nouveaux métiers pour nos agents, voire même on réinvente des métiers relativement anciens, comme le métier de receveur, qui est un vieux métier des transports en commun, à qui on peut donner une touche de modernité grâce à la mobilité autonome. Très bien, merci beaucoup. Un des enjeux de la mobilité autonome est les infrastructures de la ville. Comment vous travaillez pour intégrer ces enjeux-là dans votre stratégie? Est-ce que vous avez des partenaires? Alors aujourd'hui, on a dans notre roadmap de mobilité autonome, on a une série d'expérimentations de plus en plus complexes avec à chaque fois des questions technologiques et des questions d'insertion urbaine et de services. Donc aujourd'hui, on a par exemple l'expérimentation de Vincennes qui, en début d'année, a franchi une nouvelle phase en rentrant dans la ville. Donc là, au milieu des voitures, des vélos, des piétons, et on voit bien qu'il y a un vrai sujet d'intégration urbaine. Un carrefour dense à traverser. On a des carrefours, on a des feux connectés pour franchir ces carrefours. Donc on voit qu'il y a un sujet d'insertion urbaine physique, mais aussi numérique, grâce à ces questions de feux connectés. Les travaux qu'on mène aujourd'hui dans la zone dense à Paris ou hors de Paris dans la zone peu dense, mais aussi à Boulogne-sur-Mer ou à Archamps. Archamps, c'est à côté de Genève. On nous met dans une diversité de situations d'insertion urbaine différentes. Dans ces questions d'insertion urbaine, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est l'insertion classique, prendre sa place dans l'espace urbain, un peu comme on voit bien qu'on a une problématique aujourd'hui sur l'insertion des vélos avec la création de nombreuses pistes cyclables. Alors l'objectif de la mobilité autonome, c'est de minimiser ces questions d'insertion urbaine. L'idée, c'est pas de faire des voies complètement dédiées, mais par contre, on voit qu'il y a quand même besoin de quelques aménagements, notamment pour des problématiques de sécurité et de garantie de la sécurité à certains endroits. Et puis l'infrastructure, c'est pas que physique, c'est aussi numérique. J'ai parlé des feux connectés, mais aujourd'hui, on déploie avec un certain nombre de partenaires, dont la ville de Paris, dont des partenaires technologiques, Nokia, Aximum, Signify, ATC, une infrastructure intelligente dans Paris Centre qui vise à apporter un appui à la mobilité autonome, mais aussi à développer de nombreux cas d'usage autour de la ville intelligente et connectée, et qui fait partie de notre stratégie à la fois mobilité autonome, mais aussi de rendre les villes plus intelligentes. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose, pour illustrer tout ça, un reportage sur Paris to Connect et cette initiative qui permet d'observer la ville. Le boulevard périphérique aura ceinturé complètement la ville. À l'intérieur même de Paris, voué à l'asphyxie, comment circulera-t-on? Nous sommes seulement maintenant en train de tirer les leçons de cet asservissement de la ville à la voiture. Vous avez aujourd'hui 50% de l'espace public qui est consacré à la voiture, alors que ça ne représente que 13% des déplacements. Paris to Connect, c'est un projet collaboratif qui vise à déployer une infrastructure numérique mutualisée qui va nous permettre d'observer la ville. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des partenaires privés, des startups comme des grands groupes internationaux, et aussi des partenaires publics comme le groupe RATP. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait une approche commune pour les besoins de la ville de demain. On va déployer 9 smart poles, donc des infrastructures numériques connectées, sur un parcours qui fait les 3 gares. La navette autonome de la RATP, ils apportent un cas d'usage absolument extraordinaire. Nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est toute la complexité que ça met en œuvre. En fait, cette expérimentation, c'est un des moyens de développer les services de la ville de demain. Cette
révolution numérique, cette ville numérique, on ne la fera pas contre les gens. Ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on va pouvoir mesurer, capter les usages réels des citoyens dans la ville. Le rôle des pouvoirs publics va plutôt être un rôle de coordination, de contrôle, d'influence et peut-être même de partage de la donnée. L'infrastructure porte certains cas d'usage qu'on a mis en évidence, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Nous avons vu cette initiative Paris to Connect. Quels sont les premiers résultats ou on en est où du déploiement? Alors aujourd'hui, l'infrastructure elle est en place. On a effectivement les capteurs, les mâts, l'infrastructure réseau, télécom, énergétique qui a été mise en place. Ça a été un très gros travail avec l'ensemble des partenaires. Et vraiment, on les remercie parce que c'est très compliqué de mener ce genre de projet, mais où chaque partenaire apporte des compétences clés pour réussir le projet. Et au-delà de ça, on commence à déployer les premiers cas d'usage. Alors pour la mobilité autonome, là, ce qu'on est en train de déployer, c'est des systèmes où on va détecter les obstacles sur la trajectoire du véhicule autonome en avance de phase pour permettre au véhicule de s'adapter, d'adapter sa vitesse, et notamment quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est à partir autour des virages. On voit bien que avant de prendre un virage, le véhicule est incapable lui-même de voir ce qui va se passer de l'autre côté du virage. Est-ce qu'il y a un piéton? Est-ce qu'il y a une voiture mal garée? Et donc l'idée, c'est d'essayer de lui fournir l'information en avance de phase pour adapter sa vitesse ou l'empêcher de rentrer dans un carrefour dont il ne pourrait pas sortir parce qu'il est bouché, quelque chose qui est quand même relativement classique à Paris. Donc on déploie ces premiers cas d'usage et puis au-delà de ça, on va commencer à déployer des premiers cas d'usage avec d'autres acteurs de l'écosystème. L'intérêt de cette plateforme d'innovation, de cette infrastructure, c'est de pouvoir s'ouvrir à l'écosystème et d'accueillir des startups, d'autres grands groupes sur cette infrastructure pour en maximiser les cas d'usage et permettre à tout le monde d'expérimenter la ville de demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message sur la mobilité autonome à faire passer aux spectateurs? Alors la mobilité autonome, vraiment, il faut comprendre que c'est un des éléments cœur de la stratégie d'innovation de la RATP. C'est quelque chose qui, bien sûr, a une grande dimension technologique, mais surtout permet d'inventer le futur des mobilités pour les utilisateurs, qu'ils soient dans des zones denses ou en très grande banlieue. Et c'est aussi quelque chose qui tire avec lui un ensemble de problématiques d'innovation, de transformation de nos métiers, de relations à l'écosystème, de relations à la ville. Et en fait, c'est un vrai facteur d'innovation au-delà du seul objet autonome pour tout l'écosystème des mobilités et qui permet à la RATP de prendre toute sa place en tant qu'acteur innovant et de partenaires des villes. Merci beaucoup, Comberman, pour avoir partagé votre vision de la mobilité autonome, plus connectée et humaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous sommes en recherche d'une mobilité toujours plus rapide, flexible, 100% électrique et à faible coût d'infrastructure. Avec les avancées de la propulsion électrique, de l'avionique, de la technologie de vol autonome avec les drones, de l'intelligence artificielle et des réseaux de communication 5G, la mobilité aérienne a la capacité de révolutionner la mobilité urbaine. Une récente étude de l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé que les taxis aériens entreront en service dans les années 2024-2025. C'est déjà demain. J'invite sur le plateau Pierre Bécard, Sophie Gerbert-Fournet et Charles Télistine pour nous parler de mobilité urbaine aérienne. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Donc bonjour Pierre, bonjour Charles, bonjour Sophie. Pour commencer, Pierre Bécard, vous êtes responsable de l'Urban Air Mobility au sein du groupe RATP. Alors, c'est pas forcément intuitif. Pourquoi le groupe RATP s'intéresse à la mobilité aérienne alors qu'a priori, il est plutôt destiné à s'occuper du transport routier et ferroviaire? C'est vrai. Alors, ce qui peut surprendre, c'est que RATP, très présent en Île-de-France, mais aussi sur 4 continents, est opérateur de 8 mobilités sur ces continents-là, 8 mobilités en direct et 4 en partenariat. Et ce qui peut vous surprendre, c'est qu'en particulier, elle est déjà présente dans le monde de l'aérien avec le transport par câble. Ah oui, puisque RATP le groupe RATP opère déjà des services transport par câble. Alors, c'était de ce fait-là assez évident que face à l'émergence de ce qui pourrait constituer un nouveau mode de transport urbain, RATP s'intéresse à l'émergence de ce mode, évalue sa pertinence pour les villes, et c'est ce que aujourd'hui nous réalisons en essayant avec nos partenaires, en constituant un écosystème
en Île-de-France, avec le soutien de la région Île-de-France, avec le soutien d'ADP. Donc, on parle d'ADP. Charles en particulier, oui. Voilà, d'ADP, que nous constituions un écosystème issu d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé fin d'année dernière avec la région, une trentaine de lauréats avec lequel on va tenter ensemble de lever les verrous à l'émergence de ce mode dans l'environnement urbain, qui adresse des compétences que RATP a déjà. Il ne s'agit pas de réinventer les compétences que nous avons déjà sur plusieurs plans. Au niveau des véhicules, on a une expertise de management de l'énergie, on a une expertise acoustique vibratoire qu'on va mettre en œuvre sur ces sujets-là. Ça, c'est important, le bruit, sujet, oui, le bruit dans la ville. C'est un vrai sujet, c'est le premier sujet, effectivement, en matière d'acceptabilité. Nous réaliserons dès septembre des premiers tests sur une plateforme ADP à l'aérodrome de Pontoise. Effectivement, des premiers tests pour évaluer l'émergence acoustique et vibratoire de ce mode. On a une deuxième compétence sur laquelle Sophie va intervenir, sur l'infrastructure. On a historiquement toujours construit des infrastructures en environnement urbain. Et là, on a un vrai sujet d'intégration industrielle. On a une troisième compétence de management du service. Comment intégrer ce mode dans le mix mobilité pour assurer le meilleur service à une population donnée à l'échelle d'une région. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est avant tout pour 2024 la région Île-de-France. Et puis, quatrième dimension, la gestion du trafic, avec des problématiques de gestion de flux, de capacité, dont Charles va pouvoir parler effectivement. Oui, les flux aériens, c'est autre chose que le flux routier. Peut-être que Charles va nous dire que c'est pas tout à fait différent finalement. Okay. Très bien. Et du coup, Sophie Gerbert-Fournet, vous êtes la directrice de la maîtrise d'ouvrage pour RATP Real Estate. Vous pilotez les projets d'infrastructure et dessinez le futur des villes. Quels sont les enjeux de l'intégration d'infrastructures de mobilité aérienne dans les villes? Et est-ce que les vertiports, c'est quelque chose qu'on peut envisager facilement dans le paysage parisien, par exemple? En fait, les vertiports, pour nous, c'est une nouvelle dimension de la question du transport en ville. Donc, de la même façon qu'on a travaillé depuis longtemps sur des problématiques d'objets complexes, complexes au sens mixte, c'est-à-dire mixité de programmation, d'usage, de l'intégration de la question industrielle au cœur des villes et notamment de la ville dense comme la ville parisienne. Comment faire de ces programmations industrielles auxquelles on adjoint d'autres types de programmes, du logement, des équipements publics, etc., des objets qui s'inscrivent parfaitement en ville et qui répondent en cela aux exigences d'usage et finalement de qualité qui sont au cœur des sujets de la ville d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une spécificité, on va dire, une expertise qu'a développé RATP Real Estate au travers de nombreux projets parisiens, pour le moment liés au transport, qu'ils soient routiers ou ferrés, et donc demain au transport aérien. Vous avez une vraie expertise dans les projets urbains mixtes. Quels sont vos atouts justement pour le projet aérien? Est-ce que vous arrivez à travailler l'acceptabilité vous aussi, par exemple des habitants sur des projets d'intégration de logement, de structures de transport? Est-ce que ça va vous aider pour imaginer des vertiports demain? Oui, bien sûr, parce qu'on a développé toute une méthodologie de projet qui s'attache en fait de la même manière que le groupe RATP est à l'écoute des territoires dans les questions d'intégration urbaine, des questions de transport. On s'inscrit complètement dans cette dynamique-là avec une méthodologie de projet qui est complètement attentive non seulement aux problématiques techniques que vont poser les vertiports, mais que posent déjà finalement les autres infrastructures. Donc les questions vibratoires, les questions acoustiques, les questions énergétiques aussi, parce qu'il va bien falloir amener de l'énergie et probablement plutôt en cinquième façade, puisqu'on sera souvent posé finalement avec ces nouveaux modes de transport. Donc toutes ces questions qui sont des questions techniques, qui sont on va dire des problématiques assez classiques, vont s'accompagner d'autres typologies de questions. Alors par rapport à l'environnement, donc acceptabilité aussi des riverains, des usagers, puisque la ville de demain est réellement la problématique du groupe RATP et évidemment la nôtre qui œuvrons tous les jours sur le contexte immobilier.
Mais du coup, la qualité de la ville, la qualité des usages, l'acceptabilité avec de l'innovation aussi, c'est aussi la possibilité finalement de développer de nouvelles pistes. On travaille déjà beaucoup sur les questions d'inscription du végétal de plus en plus dans les projets, la question de l'agriculture urbaine, la question des îlots de fraîcheur, voilà, toutes ces choses-là forment un tout finalement qui est très tourné vers le citoyen finalement, qu'il soit riverain, qu'il soit usager ou autre. Et puis le deuxième sujet, c'est que RATP Real Estate n'est pas qu'un acteur de l'immobilier au sens bâtisseur, c'est aussi un acteur de l'immobilier gestionnaire. Donc on est aussi beaucoup tourné sur la pérennité des ouvrages. Donc nous, on travaille sur le cycle de vie du bâtiment, à la fois toutes les questions qui vont finalement être à l'initiative du projet et ensuite permettre le développement du projet. Et puis demain, les questions de gestion avec tous les modèles économiques qu'il va falloir imaginer finalement, puisque tous ces vertiports vont s'inscrire dans des hubs de mobilité avec des questions de flux à gérer, des questions de services à apporter aux usagers qui vont probablement être différenciés en fonction des territoires. Et donc, nous, nos sujets, c'est de réfléchir en programmation, ensuite en réalisation de tout ça, et puis en gestion pour assurer également au territoire d'ailleurs la pérennité de ce que l'on va offrir en inscription dans la ville dense, finalement qui doit évoluer, mais vers du plus, avec une notion très positive de ce que peut apporter un vertiport demain. Merci beaucoup, Sophie. On imagine une explosion de flux aériens. Du coup, Charles Télistine, vous êtes le PDG d'Hologarde, qui est une filiale d'ADP, les aéroports de Paris. D'ici 2035, la Commission européenne prévoit une multiplication par 10 du flux aérien. C'est 10 fois plus de drones que d'avions. Comment vous allez pouvoir gérer ces flux aériens? Est-ce que vous avez des solutions digitales? Voilà. Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, on est des gestionnaires d'infrastructures et on imagine tout de suite des réseaux d'antennes, des choses comme ça, des radars et ainsi de suite. Alors, je pense qu'il faut le dire, aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent déjà, on a déjà des solutions. Ce qu'on voudrait plutôt construire, c'est la façon dont, avec des acteurs en réseau, on va fonctionner de manière efficace. On parlait de multimodal, on parlait de couloirs aériens, on peut parler de différents... nous, on parle de systèmes aéroportuaires parisiens, par exemple. Donc, on parle du métro du Grand Paris. On voit bien qu'il y a une connexion naturelle dans l'approche de tout ça. Et vous dites, il y a la question de la quantité. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez à peu près en Europe une flotte de 13 000 avions classiques, Airbus A320, etc. À côté de ça, vous avez 100 000 avions. Et puis, vous avez déjà plusieurs millions de drones. Et donc, vous dites, à partir du moment où ces drones vont pouvoir être autorisés à faire des livraisons, à faire, pourquoi pas, du transport de passagers, parce que c'est pour ça, c'est sur ça qu'on travaille. Évidemment, vous allez avoir une explosion du trafic. Alors, explosion, ça fait tout de suite peur, parce qu'il y a le sujet de l'acceptabilité, vous l'avez tout de suite donné. Et en réalité, techniquement, il faut quand même aussi relativiser, puisque aujourd'hui, on a des couloirs aériens. Donc, on a des routes, en quelque sorte, qui sont déterminées entre les différents vertiports ou aéroports. Les aéroports feront partie de ces vertiports, tout comme probablement la gare d'Austerlitz ou d'autres gares du réseau RATP. Et ce qui va être intéressant, c'est que en essayant de minimiser les nuisances, évidemment, pour les habitants de l'Île-de-France, et puis en maximisant la sécurité, on puisse faire passer un flux de trafic en toute sécurité. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça sera un flux de trafic qui aura une caractéristique d'être décarboné. Et il y a aussi des contraintes liées à ce flux de trafic, puisque c'est pas simplement une question de quantité. À partir du moment où vous avez des batteries, à partir du moment où il faut recharger sur les différents endroits où ils vont se poser et qu'ils ont une autonomie, par exemple, imaginons de 30 minutes, il va falloir pouvoir gérer ça de manière optimale. Donc, on voit bien que l'aspect système, organisation, la façon dont on va travailler ensemble, on pourrait imaginer demain, très rapidement, 5 vertiports ADP, 5 vertiports RATP, et à ce moment-là, comment ce réseau fonctionne, comment on arrive à avoir
avoir un trafic qui soit soutenable et je dirais, c'est des appareils qui font beaucoup moins de bruit, mais malgré tout, c'est encore une utilisation de l'espace et il faut arriver à faire passer ça. Donc, je le répète, c'est un problème technique, évidemment, d'avoir les systèmes digitaux qui le font. On travaille dessus. Mais aujourd'hui, on a déjà des choses qui fonctionnent avec des drones et on va le prouver effectivement à Pontoise avec la RATP, avec la région Île-de-France. On va faire voler d'abord des drones et puis des appareils beaucoup plus gros avec des passagers et on va démontrer que avec un vol électrique qui fait beaucoup moins de bruit, on va arriver à desservir des zones et ça va servir pour des passagers, ça va peut-être servir aussi pour du médical, ça va servir pour sauver des vies, et ainsi de suite. Et l'horizon 2024, il est atteignable? C'est vraiment un objectif atteignable? Alors moi, j'en suis persuadé. Oui, pour les Jeux Olympiques, par exemple. Dès 2022. Nous, on est engagés depuis 3 ans à préparer les Jeux Olympiques. On travaille aussi bien avec les autorités de la DGAC qu'avec les militaires. Il faut savoir que l'espace aérien, il est partagé entre civils et militaires. Et c'est très intéressant d'ailleurs, quand vous vous intéressez à ça et que vous faites sauter les bornes, comme on le fait avec la RATP aujourd'hui. Quelque part, on fait sauter les limites du sujet et on se dit, travaillons ensemble. Et regardons, finalement, on a la même approche. On est des entreprises de réseau. On a besoin de traiter des passagers. Le flux de passagers, comment il va être informé, par exemple. Il va y avoir un retard. Comment on va gérer la ressource. Non, mais alors, synergie, c'est clair. Et on dit rendez-vous pris 2024. Aucun doute, on y sera tous ensemble. Très bien. C'est certain. Un grand merci à vous pour votre partage de vision et d'enjeux sur la mobilité urbaine aérienne. Merci beaucoup. Merci Marine. Et à bientôt. Notre Innovation Talks dédié aux mobilités du futur touche à sa fin. Un grand merci aux intervenants qui ont partagé leur vision de la mobilité autonome et les enjeux d'intégration dans les villes. 2024 semble un horizon atteignable pour voir voler les premiers taxis volants dans le ciel parisien. Le rendez-vous est pris. Je vous invite à découvrir nos autres Innovation Talks sur le voyage augmenté, l'industrie 4.0 et la ville durable et inclusive. Merci et à bientôt.